Chers amis philosophes, bonjour, bienvenue dans cette série de podcasts Les clés de la philosophie. Je m'appelle Jérôme Ravenet et je partage avec vous des conseils et une réflexion sur les clés utiles pour entrer en philosophie à travers les exercices académiques de la philosophie, la dissertation et l'explication de textes autour des auteurs du programme officiel des examens et concours du secondaire et du supérieur. Chers amis philosophes, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de religion et de politique autour du concept de laïcité qui pourrait tout aussi bien être le thème d'un cours d'éducation morale et civique, un cours d'EMC. Alors, comment penser les rapports complexes entre religion et politique, entre les autorités théologiques et les autorités politique? Eh bien, il y a au moins trois manières possibles, en tout cas je vous en propose trois dans cette capsule, trois manières possibles de penser les rapports entre la religion et l'État. La première, partons de celle-là, c'est celle qui nous concerne et qu'on pourrait appeler la laïcité à la française. Elle consiste dans une séparation des pouvoirs religieux ou spirituels d'avec le pouvoir politique, qui met en avant le motif de la neutralité de l'État. Le mot important, c'est celui-là. C'est la neutralité de l'État, mise en avant dans la loi dite de 1905. Elle relègue, cette loi, toute pratique religieuse dans la sphère de la vie privée. Elle la confie à notre liberté de conscience. Et tout cela s'inspire bien avant 1905 d'une longue tradition de pensée inspirée de Voltaire et des encyclopédistes du siècle des Lumières. C'est une tradition de pensée qui est volontiers combattante, anticléricale et pour cette raison relativement boudée par le reste du monde, notamment le monde anglo-saxon qui lui préfère le concept de secularism, c'est-à-dire de sécularisme pour traduire le mot en français, mais le mot n'est rarement ou quasiment pas traduit en français, puisqu'en France on parle de laïcité avec cette idée bien sûr en arrière-fond depuis le siècle des Lumières que ces valeurs françaises sont universelles. Alors pourquoi adopter le concept de sécularisme puisque nous autres, Français, nous produisons des valeurs universelles? Bon, on comprendra que des étrangers qui n'ont pas le culte des valeurs françaises ironisent sur ce concept de laïcité, et c'est pour cette raison qu'il nous revient de nous intéresser au modèle anglo-saxon du sécularisme, qui valorise plutôt la tolérance. Vous voyez, si le modèle français insiste sur la neutralité de l'État, le modèle anglo-saxon valorise quant à lui plutôt la tolérance, une tolérance qui permet l'expression publique des convictions religieuses à condition qu'elles soient respectueuses des différences. Je ne prendrai qu'un exemple parmi tant d'autres, celui des turbans et des couteaux que les policiers sikhs portent sur eux en Inde. Ces turbans et ces couteaux sont des signes religieux et ces policiers les portent en fonction dans l'exercice de leur mission de fonctionnaire. Mais on ne considère pas que ce sont des manifestations ostentatoires, prosélytes de leur religion qui menaceraient l'ordre public, mais simplement l'expression légitime d'une pratique religieuse qui les concerne. Alors on pourrait ici invoquer John Locke et ses très célèbres Lettres sur la tolérance comme texte de référence à cette conception anglo-saxonne de la laïcité. Ou plutôt du sécularisme, excusez mon réflexe français. Le troisième modèle que nous pourrions évoquer, c'est le modèle absolutiste, le modèle qu'on pourrait aussi qualifier de souverainiste, à la chinoise, qui privilégie l'unité, tandis que le modèle français privilégiait la neutralité de l'État, le modèle anglo-saxon privilégiait la tolérance, le modèle chinois privilégie l'unité, se construit sur une réflexion du concept d'unité. Et
ce modèle soumet l'intégralité de la vie religieuse au pouvoir législatif de l'État. Alors, ce qui me semble caractéristique, pour ne prendre qu'un exemple, c'est que seuls sont autorisés en Chine les traductions des textes sacrés, la Bible, le Coran, etc., qui sont censurés et validés par l'État. Sont notamment expurgés de ces textes, quand bien même ils seraient sacrés, tout ce qui pourrait être considéré comme un appel au meurtre, puisqu'il y a effectivement dans la Bible ou le Coran des passages qui sont, disons, difficiles à concilier avec le respect de la différence. Les références philosophiques qu'on peut invoquer pour justifier ce concept souverainiste ou absolutiste du sécularisme ou de la laïcité, si vous voulez, de la laïcité à la chinoise, c'est le légisme de Han Feizi. Et je vous renvoie ici à la traduction du texte en français sous le titre « Le Tao du Prince ». Mais je crois qu'on pourrait lire le Léviathan de Hobbes comme une traduction ou comme une préfiguration, comme vous voulez, de cette conception chinoise des rapports entre l'État et la politique. Donc je vous renvoie aussi au Léviathan de Hobbes pour mieux comprendre la Chine. Hobbes n'est pas chinois, bien sûr. Ce que je propose ici, comme je l'ai fait dans une thèse de doctorat consacrée à ce sujet par ailleurs, c'est simplement de lire Hobbes comme une approximation de la conception chinoise des rapports entre politique et religion. Bien, j'espère que cette capsule vous aura été utile. Il ne s'agit juste que de poser quelques jalons, évidemment non pas de rentrer dans l'analyse de toutes les difficultés que ces trois conceptions de la laïcité ou du sécularisme posent aux philosophes, mais sur la base d'une distinction claire entre ces trois modèles. J'espère que vous serez plus à même d'entrer dans une discussion concernant la laïcité avec des outils, des clés philosophiques, de nourrir l'analyse et d'éviter les polémiques auxquelles ce sujet donne si souvent lieu. Je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous très bientôt sur cette chaîne pour un nouveau podcast. Belle journée à tous!